Bonjour à tous, bonjour Héloïse. Bonjour Antoine. On est ravis de vous retrouver et nous aussi d'être là. Maintenant, on sort des vidéos presque chaque semaine. Tout à fait. Donc on commence à être super régulier et sachez que du coup on a décidé de continuer parce qu'on voit que ça plaît et que les retours sont hyper positifs en disant que ça apporte de la valeur, de la compréhension. On a des gens tous les jours qui nous disent que ça les a aidés à prendre des décisions, etc. Et qui nous remercient. Et donc voilà, on va continuer, on va essayer de vous sortir des vidéos chaque semaine. Le but c'est qu'il y en ait une par semaine, sur les thématiques de pervers narcissiques ou sur tout ce qui pourrait vous être utile, donc que ça soit sur des procédures particulières, sur le droit de la famille au sens large, sur les enfants, etc. Le couple, la reconstruction, etc. Exactement. Et voilà, on va essayer. Donc abonnez-vous. N'hésitez pas à en parler autour de vous aussi, puisque plus la chaîne sera grosse, plus on pourra faire des productions et des vidéos de qualité. Et autre point, on est là pour faire des vidéos pour vous, donc c'est à vous également de nous proposer des sujets pour qu'on traite ces sujets lors de prochaines vidéos. Oui, c'est important, parfois on ne sait pas justement quel sujet traiter, donc n'hésitez pas, ça a vraiment de la valeur, donc vous le mettez en commentaire et on regardera s'il y a des sujets qui sont récurrents, on les traitera au plus vite. Voilà. Et dernier point, alors je ne sais pas quand cette vidéo sortira, mais on va interviewer, on en avait parlé il y a pas très longtemps, la plupart ont dû le voir, des victimes de pervers narcissiques qui vont venir parler dans ces studios face caméra, et donc vous allez pouvoir avoir des témoignages des différentes victimes de pervers narcissiques, et ça je pense que ça va avoir beaucoup de valeur pour chacun. Tout à fait, j'ai hâte qu'on fasse ces interviews et qu'on puisse les monter pour ensuite vous les communiquer. Parfait. Eh ben, écoute, je te propose maintenant qu'on commence. Et donc aujourd'hui, le sujet, c'est l'injustice. Quand on est victime de pervers narcissiques, on se sent, on a l'impression qu'il y a une grosse injustice. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Oui, avec plaisir. En fait, pourquoi j'ai voulu parler de ce sujet aujourd'hui, c'est que quand on reçoit les clients au cabinet, soit pour la première fois, soit après déjà une première décision, une expérience avec un avocat, ou même avec des juridictions, ils ont un discours systématique de sentiment d'injustice. Et en tant qu'avocat, t'imagines bien que le sentiment d'injustice, c'est quelque chose qu'on déteste. Oui. Donc on est là, on a ce besoin d'aider les gens pour les aider à dépasser ce sentiment d'injustice. Habituellement, quand on a des procès de manière classique, que ce soit en matière civile, en matière pénale, on peut arriver plutôt facilement à des condamnations, puisqu'on a les faits, on a la matérialité des faits, on a la condamnation, on obtient réparation, on peut avoir quelques problèmes à obtenir les sommes par la suite, ou l'exécution, mais la plupart du temps, on arrive quand même à s'en sortir. La difficulté aujourd'hui dans les dossiers en droit de la famille avec les pervers narcissiques, c'est qu'on a des mères et qu'on a des pères qui, la plupart du temps, se comportent absolument parfaitement aux yeux des tiers, aux yeux de la loi, aux yeux des psychologues, des professeurs, de l'entourage. Et donc, comment arriver à se défendre face à des propos constamment mensongers, à une victimisation qui est, on a l'impression, ancrée en eux tellement ils font ça avec naturel et avec brio. Et ce sentiment d'injustice, c'est dire, regardez, moi j'ai vécu ça tout au long de ma vie. Aujourd'hui, je me sens abandonnée par la justice, je me sens abandonnée par les professionnels, par mes amis, par ma famille. Est-ce que vous pouvez m'aider, s'il vous plaît ? Donc, oui, il y a un énorme souci parce qu'on a des magistrats, on a des autorités de police, on a des avocats et tout un personnel, tout le corps de la justice, tous les auxiliaires de justice. Il y en a quand même beaucoup qui ne comprennent pas. Et donc, moi, ma difficulté aujourd'hui, c'est de me dire comment je vais aider non seulement, bien entendu, les victimes à être entendues, oui. Que ce soit par l'obtention de ce qu'ils réclament pour la réparation pour les enfants. Ça, c'est le premier point. Et puis également, un moment, on n'arrête pas de me le dire, c'est pour ça aussi que j'en viens en parler. Est-ce que ma responsabilité, c'est pas également d'aller contacter d'autres personnes et de diffuser encore plus ce que vivent les victimes de pervers narcissiques pour qu'on arrête d'avoir ce décalage d'une part entre ce que vivent les victimes, d'autre part entre un discours de magistrat. Il y a encore quelques temps, là, je suis allée plaider, il y a quelques temps au tribunal. Et on racontait des choses, mais d'une violence. J'ai pas le droit d'un point de vue, déontologique, oui, d'entrer dans le détail, mais c'était vraiment quelque chose d'une violence inouïe. De quoi pendant l'audience ? Alors, je défendais une victime, ouais, et c'était un enfant qui allait très mal, qui avait à peu près 10 ans. Je racontais tout ce que subissait l'enfant, ouais, tout ce que la mère faisait vivre à l'enfant. Et en audience, on a un magistrat qui a tellement pas compris le dossier, qui nous dit, ce serait peut-être bien de faire une médiation. Mais en fait,
Sachant que je suis médiatrice, d'accord? Je suis médiatrice de formation, j'ai fait l'IFOMEN, je suis formée aussi au CEDER, sur les médiations franco-anglaises, purement françaises, sur différentes techniques. Mais il y a une chose que j'ai compris, c'est que d'aller proposer une médiation avec quelqu'un qui ne reconnaît pas l'altérité de l'autre, l'existence de l'autre en tant qu'individu, ça n'a aucun sens. Donc, un magistrat qui me dit, OK, qui n'a pas compris qu'il y avait, peu importe la pathologie, c'est pas ça qui importe, tu le sais. Mais un magistrat qui ne comprend pas que la communication est impossible et qui dit ensuite il y aura une médiation dans ce dossier, sachant que ça fait 10 ans qu'ils n'arrivent pas à s'entendre, c'est de se dire il y a un moment, s'il vous plaît magistrat, ne pensez pas que vous arrivez en tant que sauveur pour aider ces personnes-là, puisqu'il n'y a pas de communication. Et en plus, vous maintenez une garde alternée parce qu'il y a un manque de courage parfois de la part des magistrats de dire, en fait, quand il y a un conflit de loyauté, et il y a des jurisprudences qui le disent, attention, mais en particulier en appel, mais quand il y a un conflit de loyauté qui est trop important, on ne peut pas laisser des enfants comme ça. Il faut avoir le courage de dire non, on arrête ce conflit de loyauté. Et si les parents n'en sont pas capables pour diverses raisons, eh bien dans ces cas-là, on met un terme à la garde alternée et on reste sur un droit de visite et d'hébergement classique pour l'autre parent et fixation de la résidence à un domicile. Et donc tu vois, ce sentiment d'injustice, il existe non seulement pour les enfants, mais également pour les parents. Alors, je veux bien qu'on dise à des adultes, OK, votre sentiment d'injustice, vous allez le régler. Vous allez aller voir un psy, vous allez comprendre que la société, elle n'est pas là pour réparer vos blessures. Mais aller dire ça à un enfant de 7 ans, de 10 ans, qui est encore totalement immature, qui a encore un manque de recul sur la vie, d'aller lui dire, en fait, tu veux pas aller voir ta mère, tu veux pas aller voir ton père, mais tu vas y aller quand même. C'est impossible. Parce que qu'est-ce qui se passe ensuite? C'est de la violence physique qu'on impose à l'enfant, c'est de la violence psychologique. Et notre responsabilité en tant qu'adulte, en tant que professionnel du droit, ou même en tant qu'humain tout court, c'est de dire, je suis désolée, il n'est pas logique de forcer un enfant. On n'a pas le droit d'être violent envers un enfant pour le forcer à aller à un autre parent, voire un parent. Donc, tu vois, ce sentiment d'injustice, je trouve qu'on a une grosse responsabilité. Je dis pas qu'on va arriver à le traiter tout de suite, mais on a une responsabilité, à mon sens, en tant qu'avocat, pour éclairer, non seulement les professionnels, et pour diffuser ce message de le trouble de la personnalité narcissique est un phénomène de société. C'est certes un trouble mental, mais c'est aussi un phénomène de société. Et ce phénomène de société, tous les auxiliaires de justice doivent se l'approprier. Oui, et puis l'avantage aussi de le dire, c'est pour ceux qui vivent ça ou qui sentent un sentiment d'injustice, de se rendre compte qu'ils sont pas seuls et que oui, c'est un problème presque structurel en fait. Oui, exactement. De la justice. Et je pense également, tu vois, c'est le sentiment que j'ai quand parfois je vais en audience. Bon, bien entendu, on va jamais parler de perversion narcissique ou de manipulation. C'est des termes, que je ne m'autorise pas à utiliser. Mais il y a comme un sentiment, en somme, des magistrats. En tout cas, c'est ce que me disent mes clients. Les magistrats veulent la paix. Ils sont là pour la paix sociale et pour avoir une décision qui est exécutée. Donc, à partir de là, ils sont dans leur délire de se dire, écoutez, on a une décision qui doit être prise. On va faire en sorte que tout aille bien. Tout le monde se présente bien en audience et en justice en étant très apaisé. Mais derrière nous, en tant qu'avocats, on voit les clients, on parle avec eux, on sait ce qu'ils disent. On sait très bien que l'apaisement qui est voulu par le magistrat et ce jeu judiciaire qu'on peut avoir en audience, parce que c'est un jeu, fondamentalement. Quand il y a quelqu'un qui a des déséquilibres psychologiques qui sont majeurs et qui arrive à les cacher, c'est pour lui un jeu. C'est même une forme de plaisir qu'on peut avoir en justice. Et je le vois, de se dire, ils vont pas voir finalement. Comme depuis enfant, j'ai 4 ans, j'ai 5 ans, personne n'a vu que j'avais un souci, je vais continuer à faire comme d'habitude. Ouais, bien sûr. C'est une scène. C'est exactement, c'est une scène de théâtre. Et donc, en fait, on a des discours en tant qu'avocat qui sont totalement délirants en disant, en fait, on va pas dire la vérité aux magistrats parce que on sait très bien que ils vont être dans une optique de paix sociale et que ce qu'ils attendent, c'est des violences qui sont tellement inouïes que bien entendu, on a du mal à avoir des preuves. Moi, je repense à des dossiers où on a une enfant, je le dis, ça fait déjà quelques années, une enfant qui est droguée à la kétamine par son père, qui revient, la kétamine, elle disparaît rapidement dans le sang et dans les urines, je sais plus exactement. Et du coup, on arrive en audience en disant, je suis désolée, il y a une non-représentation d'enfant. Pourquoi? Parce que l'enfant, elle est droguée à la kétamine et je vous communique seulement un certificat médical avec des analyses, je me souviens plus si c'était des analyses d'urine ou des analyses de sang. Et on arrive avec un certificat médical et on dit le certificat médical en fait il n'a pas été ordonné. En fait, vous avez été le faire comme ça quand vous avez récupéré l'enfant. Mais je suis désolée. En fait, qu'est-ce qui se passe? Il y a 2 heures de disponible. Voilà, en fait, ça disparaît très vite dans le sang. Et qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est que forcément l'enfant n'est plus drogué pendant l'année après.
Et après, ça recommence. Puisque pendant 1 an, ça va bien se passer chez le père. Et puis après, dès qu'il y aura plus de soucis, de risques, d'audition, de plainte pénale, eh bien, la drogue l'enfant drogué à la kétamine, eh ben, ça repart. Ouais, bien sûr. Et nous, eh ben, en fait, on peut juste rien faire en tant qu'avocat, en tant que magistrat. Et on nous dit, mais en fait, vous êtes totalement délirant. Bah non, en fait, on n'est pas totalement délirant. C'est juste qu'il y a une défaillance de la justice et que cette défaillance de la justice, je suis pas là pour dire que c'est mal. Bien sûr que dans l'idéal, la justice ne peut être parfaite. Mais ce qui est problématique, c'est qu'il n'y ait pas un peu plus de doute, à mon sens. Il faut douter davantage de notre propre système en se disant, c'est de manière quasiment systématique que la justice est en retard par rapport aux faits. La justice va réagir postérieurement. Alors certes, il y a un moyen, il y a un manque de moyens. Oui, ce que j'allais dire, quand ils traitent 10 dossiers dans la journée, ils peuvent c'est poser la question de savoir si monsieur machin, il a tapé madame machin, etc. Ils peuvent pas. Mais qu'est-ce qui se passe quand on a une société qui a un sentiment d'injustice très fort ? Une société qui a un sentiment d'injustice très fort, c'est des sociétés qui vont utiliser la vendetta, par la suite la vengeance privée d'une manière ou d'une autre. Où, en fait, il va y avoir un tel sentiment d'injustice que la vengeance, elle interviendra d'une manière ou d'une autre. Il y a plusieurs manières d'exprimer une souffrance. Mais bien entendu, il y a le risque de dépression, il y a le fait de se venger, de perdre la foi dans la nature humaine, de perdre l'espoir aussi dans la nature humaine. Et tout ça, c'est des sentiments qui ne sont pas sains pour la construction d'une société en général. Bien sûr. Je rebondis là-dessus parce que tu en parles souvent et je trouve que ça a un vrai lien. C'est justement toi, comme tu sais comment fonctionnent les magistrats, etc. Tu vas mettre des choses dans tes écritures qui correspondent pas toujours à ce que la victime a envie de décrire, à ce qu'elle a vécu précisément. Mais c'est clair. Et ça, peut-être, je pense que ça peut être utile qu'ils le comprennent, que ce que tu mets dedans, c'est ce qu'il faut pour convaincre le magistrat. En fait, ce qui est très difficile, supposons que par exemple, tu as été victime. Je sais pas, peu importe, tu as été victime. Et je vais te dire à toi, en tant que client, Antoine, je suis désolée Antoine, ton histoire, je te crois, mais je ne vais pas pouvoir la raconter telle quelle. Pourquoi je peux pas la raconter telle quelle ? Parce que j'ai pas les preuves, parce que ton histoire est délirante, parce que tu as aussi ta part de responsabilité, parce que tu n'as pas mis les choses en place au fur et à mesure pour aller mieux, et que finalement, peut-être d'ailleurs aussi que tu n'as pas protégé tes enfants. Parce qu'en fait, si tu es soumis à des violences, tu es victime de violences et que tu fais rien pendant 15 ans, il y a un moment, le risque aussi, c'est une intervention du juge des enfants s'il y a des éléments de preuve qui arrivent et qu'il y a un accroissement du caractère conflictuel du dossier. Et donc, en fait, le plus difficile, c'est d'accepter que la justice attend un discours, qu'on doit leur donner ce discours pour leur permettre d'avoir le moins de travail à effectuer pour rendre leur jugement de manière la plus rapide possible. Sauf que, qu'est-ce qui se passe ? Parfois, c'est possible. Parfois, je leur donne ce dont ils ont besoin, mais parfois, il n'y a rien. Donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Je vais perdre et je serai peut-être obligée d'aller en appel. Parce que des clients, qui continuent de voir la souffrance de leur enfant, c'est inacceptable. C'est inacceptable. Et je te parle pas de petites souffrances. Je te parle de dossiers vraiment, j'ai des idées en tête. Je peux pas des dossiers que je traite en ce moment, des dossiers mais d'une violence inouïe. Et quand on a ça et qu'on a un magistrat qui nous dit si on faisait une petite médiation pour apaiser la situation, je suis désolée, c'est inacceptable. C'est inacceptable de comprendre si peu le dossier parce que les magistrats n'incluent peut-être pas ce jeu qu'il peut y avoir, dans ce jeu procédural. On communique des preuves pour vous aider à rendre le dossier, mais parfois il faut accepter que la justice n'est pas que des preuves. Parfois, il y a le sens de l'équité, il y a des éléments qu'on arrive à comprendre. Et donc, on peut avoir un début d'indice, des faisceaux d'indices, mais peut-être que ces faisceaux d'indices sont insuffisants. Et il faut comprendre que l'attitude classique du pervers narcissique, quand finalement il a un manque de preuves, c'est d'aller le plus souvent, il a 2 tactiques. Soit il va vers l'aliénation parentale, il va accuser d'aliénation parentale l'autre parent. Alors ça, c'est systématique. Allez-y. Là, je peux vous dire que c'est cadeau. Soit l'autre possibilité, c'est, s'ils sont smart aussi, c'est d'aller sur une volonté de présenter la situation comme on est dans l'apaisement, tout va bien dans un monde de bisounours, je suis une mère extraordinaire, j'ai fait mon maximum, je suis un père extraordinaire, j'ai fait mon maximum. Non, il y a un moment, c'est plus compliqué. Et le problème, c'est le fait que nous, avocats, on a la capacité de comprendre ce qu'attendent les magistrats et que
le client pervers narcissique a la capacité de comprendre encore 1000 fois plus ce qu'attend le magistrat. Tu vois ce que je veux dire? En fait, il faudrait qu'il devienne avocat, c'est pervers narcissique. Alors là, ça existe, bien entendu, et je vais pas citer de nom, mais on les connaît sur la place de Paris. Ah ouais? Et j'en parlais encore avant une audience la semaine dernière. Il y avait des noms comme ça qui circulaient entre avocats. Ah ouais? Et ouais, bien sûr. Ah, amusant. Et les petits secrets de la profession. Ouais, les petits secrets de la profession. Et d'ailleurs, pendant que j'y pense, tu sais, souvent les clients, ils viennent te voir et ils disent « Ah, mais mon ancienne avocate, elle était en train de parler avec l'autre avocat, c'est absolument inadmissible, ils étaient en train de négocier entre eux. » Non, ça se passe pas comme ça. En fait, c'est juste que quand on est avocat, en tout cas de mon point de vue, parce que je vais pas parler au nom de tous les avocats, mais de mon point de vue, on a une forme de détachement vis-à-vis du dossier. Et heureusement qu'on a ce détachement. Ouais. Si on était en train de vivre notre vie à chaque fois qu'on prépare un dossier, qu'on va le défendre, eh bien entendu qu'on manquerait d'objectivité dans la défense des intérêts du client. Et donc, je dis toujours à mes clients, non, ça veut pas dire que je ne vous soutiens pas, ça ne veut pas dire, que je n'ai pas compris votre dossier, ça veut juste dire que je respecte l'avocat en tant que confrère qui est en face de moi et qu'on peut discuter d'un dossier et peut-être, bien s'entendre, mais ça ne veut pas dire que je vais pas vous défendre. Oui, bien sûr. C'est juste que quand on va, se présenter à l'audience, quand on va aller voir le greffier qui arrive, aller constater le rôle, il y a tous les avocats qui sont là. Et donc, c'est une manière, en fait, juste de discuter, d'être poli et voilà. Oui, et puis un avocat qui a été contre nous pour un dossier, peut-être que la fois d'après, il peut être, il peut y avoir, je sais pas, vous pouvez être du même côté ou ce Exactement, parfois. Mais alors, tout à fait, ça c'est intéressant de le dire. Et ce qui est drôle, c'est que les avocats qui prennent personnellement, certains dossiers. Alors, des avocats, pas tous, bien sûr, c'est quand même très rare et la plupart ont cette distance qui est exceptionnelle. Parfois, ils nous en veulent encore 10 années après quand on a gagné un dossier. Tu vois, ça, c'est drôle. C'est drôle. C'est l'ego qui parle. Ouais, c'est l'ego, alors que c'est pas une question d'ego. Il y a un moment, parfois, on arrive à faire, pas des miracles, je peux pas dire ça, mais parfois, on arrive à avoir une très bonne décision avec un dossier mauvais. Mais parfois, quand le dossier est trop mauvais, je vais pas non plus faire des miracles. Je repense souvent à un de mes dossiers que j'avais eu il y a déjà pas mal d'années, où il y avait une interdiction d'entrer en contact entre les deux personnes, entre les deux parents. Et finalement, on se retrouve devant le juge des enfants pour un des enfants. Et là, j'apprends en audience que finalement, il y a un bébé. Et que c'était le père c'était la partie que je défendais qui était le père. Et donc tu vois, parfois on a des dossiers pour lesquels on peut rien faire. Quand on a une interdiction d'entrer en contact et qu'on a un enfant qui arrive après, c'est compliqué. Tu vois ce que je veux dire? C'est compliqué de dire ah non, ils sont pas entrés en contact, c'est la magie de Dieu. Tu vois ce que je veux dire? Donc, voilà. C'est peu probable, effectivement. Ouais, tout à fait. Ok, je te propose du coup qu'on avance sur ce sujet. Est-ce que tu peux me parler du sentiment de désespoir qu'on peut retrouver chez certaines victimes? Oui, tout à fait. En fait, c'est fort comme mot, désespoir. Oui, c'est le désespoir. C'est exactement ça pour moi. En fait, le désespoir, il vient de ce sentiment d'incompréhension et de ce sentiment de solitude. Quand tu vas voir la police et que la police te dit « mais pourquoi vous n'êtes pas parti ?» Quand tu vas voir les UMJ et qu'ils analysent ton trouble de manière superficielle avec un entretien d'1 heure et qu'ils n'ont pas compris la complexité de ce que tu as vécu. Quand tu vas au tribunal et qu'au tribunal, l'auteur des faits obtient une relaxe parce que, j'en sais rien, il y a une erreur procédurale ou que finalement, t'es pas écouté, que le client n'est pas du tout écouté lors de l'audience correctionnelle. Ou quand, par exemple, je pense à un dossier avec une non-représentation d'enfant, avec une maman qui confie pas son enfant au père parce que l'enfant est hyper réfractaire à aller chez son père. Eh bien, et que tu sais, en tant qu'avocat, parce qu'ils te l'ont raconté et que tu sais qu'il y a un souci, quoi. Ouais. Tu sais que, t'as compris, t'as vu les pleurs de ton client en entretien, tu as vu les pleurs de ton client après, tu vois, t'es au courant de l'angoisse qui est vécue par l'enfant, t'as compris que l'enfant va pas pouvoir grandir dans un cadre sain, que le parent va avoir beaucoup de mal à se reconstruire. Ouais. Et en fait, le sentiment de désespoir, il vient de là, notamment quand tu as une garde alternée avec un pervers narcissique et qu'on te dit que la communication n'est pas un élément suffisant pour rejeter une garde alternée, tu te dis mais c'est pas possible, t'as pas compris en fait, toi magistrat, qu'on était dans un jeu procédural. Ouais. Donc bien sûr qu'il y a un sentiment de désespoir parce que quand on a des décisions qui sont dramatiques, notamment avec une garde alternée avec un pervers narcissique, oui c'est dramatique. Pourquoi c'est dramatique? Parce que l'enfant va être tellement manipulé psychologiquement, qu'il va en perdre sa capacité de penser, son esprit critique, sa capacité d'empathie.
J'ai tellement de dossiers où je vois ça, où j'ai les enfants, où j'ai les parents qui viennent et les enfants ont 11 ans, 12 ans. On leur a dit oui, dans un souci d'apaisement, ce serait bien qu'il y ait une garde alternée. Et puis demandez pas trop d'argent parce que sinon monsieur ou madame, ils vont être énervés. Et donc en fait, il y a un moment, ce qu'il faut leur dire, le sentiment de désespoir, il vient aussi du fait qu'ils ont reçu des conseils. On est dans une optique d'apaisement, le monde des bisounours, sauf qu'il y a un moment... Excuse-moi. C'est pas du tout ce qu'ils vivent par derrière c'est pas du tout ce qu'ils vivent, c'est à côté de la plaque. Quand t'envoies un message pour dire, est-ce que, par exemple, je pense à un dossier, t'envoies un message avec quelqu'un en face qui gagne 10 000 € et qui dit, est-ce que je pourrais obtenir le remboursement de la moitié des frais pour un dossier, on va peut dire des frais extrascolaires peut-être de 150 €, et qu'on te dit, ah bah je suis désolée, mais en ce moment j'étais pas d'accord avec cette activité, alors qu'il est très bien au courant de l'activité parce que l'enfant en a parlé. Tu te dis comment on peut utiliser cet argument-là pour faire croire que finalement il n'a pas l'argent, qu'il y a un non-respect de l'autorité parentale, que l'autre est un mauvais père ou une mauvaise mère. Le sentiment de désespoir, il vient aussi des désillusions. À quel moment, quand t'es enfant ou même un jeune adulte, le sentiment de désespoir, il vient aussi du fait d'une acceptation nécessaire de la réalité. C'est-à-dire que quand on est éduqué à peu près de manière saine, l'injustice, c'est quelque chose de pas bien. On est censé se battre pour obtenir ce qu'on souhaite obtenir. On est censé, avoir des comportements nobles, avoir une morale, de l'honnêteté, ne pas mentir. En tout cas, ça me paraît être quelque chose d'à peu près normal. Et quand tu découvres à 30 ans, 40, 50 ans, que finalement, tu as été en couple avec un monstre, avec quelqu'un qui t'a jamais aimé, avec quelqu'un qui mentait à tout le monde, qui jouait un rôle... Mais comment veux-tu ne pas avoir un sentiment de désespoir? Et même, je vais plus loin, non, en fait, c'est la même chose. En fait, tu perds espoir dans la nature humaine. Moi, qu'est-ce qu'elle me dit, ces femmes, ces hommes qui viennent me voir en cabinet? C'est terminé, je veux plus rencontrer quelqu'un. Et ouais, mais bien sûr. Pourquoi? Parce qu'ils se disent, mais à quel moment je vais pouvoir faire confiance à mon esprit critique pour repérer des comportements qui sont malsains. Donc le sentiment de désespoir, mais il est hyper puissant. Et tant qu'on est dans ce sentiment de désespoir, en revanche, je pense que c'est qu'on n'en est pas sorti. Parce que justement, de réduire la nature humaine à des expériences personnelles qui ont été vécues, c'est bien entendu réducteur. Oui, bien sûr. Tu peux pas dire, bah voilà, tous les hommes, toutes les femmes sont des alors que c'est totalement faux. C'est juste qu'ils sont tombés sur les mauvaises personnes, que en tant que victimes, parce qu'ils ont été victimes à un moment, eh bien, ces victimes se connaissaient mal, ont eu de l'espoir dans la relation, ont mis tout leur cœur, ont mis tout leur amour, ont donné à en perdre la raison. Et c'est cette perte de raison et cette absence de limites posées au cours de la relation qui est aussi à l'origine de ce désespoir par la suite. Parce qu'il y a quand même quelque chose de choquant également à dire, bah, je suis dans une relation, j'ai tout donné. Mais à un moment, non, faut pas tout donner. Ta vie, ton équilibre psychique, ta santé financière, ta santé physique, tout ça, ça reste prioritaire en fait. Ouais, bien sûr. Et elle est là l'erreur. Donc, de dire oui, j'ai tout donné, bah non, en fait, c'est là pour moi qu'il y a un souci. De dire oui, j'ai fait mon maximum pour cette relation, il y a une énorme nuance, tu vois. J'ai fait mon maximum pour que cette relation fonctionne, c'est pas du tout la même chose que j'ai tout donné dans cette relation. Oui, en fait, il y a des choses, il faut pas les donner parce que si on les donne, on peut les donner que pour une mauvaise raison. Typiquement sa santé mentale. Exactement. Si on la donne, c'est qu'il fallait pas la donner parce que c'est jamais un truc positif de donner ça dans une relation. Exactement. Et pareil, moi je pense au sacrifice professionnel également. Je vois plusieurs personnes qui me disent j'ai arrêté de travailler pendant 10 ans pour qu'il puisse développer sa carrière. Ah d'accord. Et vous aviez quel contrat de mariage? On était en séparation de biens. Non, ça va pas. En fait, il y a des sacrifices qui sont normaux dans une vie de couple, mais ces sacrifices doivent être compensés d'une manière ou d'une autre. Bien sûr. D'accord. Et c'est pour ça que quand on est marié en communauté de biens, notamment, eh bien, il y a une forme, en quelque sorte, comment expliquer, de sécurité pour l'épouse qui va avoir plusieurs enfants, parce qu'elle sait très bien que si elle s'arrête de travailler, il y aura un partage du patrimoine. Et il n'y a pas que là, c'est pas non plus parce qu'on est en séparation de biens qu'il n'y a pas d'autre manière de protéger l'époux ou l'épouse. D'accord. Celui qui effectue des sacrifices professionnels, d'abord, c'est pas toujours la femme, c'est également l'homme, ou quoi, peu importe, ou même dans les familles homoparentales. Et en fait, il y a plein d'autres moyens de protéger financièrement son époux quand il y en a un des deux ou l'autre parent qui effectue des sacrifices. Ok. Et donc le sentiment de désespoir, désolé, il vient de là aussi. Ouais, bien sûr. Oui, tu vois, quand tu es resté 20 ans avec quelqu'un et que tu as tout mis de côté financièrement et que tu t'aperçois parce que tu as été naïf, que tu as fait confiance et que tu étais amoureux ou amoureuse,
eh bien, tu découvres à la fin, au bout de 20 ans, que tu n'as rien, bah, franchement, c'est difficile. Et oui, je les comprends quand elles ont un sentiment de désespoir, ces victimes. Et puis en plus, quand tu es face à justement quelqu'un qui est pervers narcissique, de un, t'as rien à la fin, mais en fait, tu te rends compte que t'as jamais rien eu. Puisqu'il n'y a jamais eu d'amour, il n'y a jamais rien eu, en fait. Ouais. Et puis, de comprendre et d'accepter que finalement, tu n'as jamais été aimé, parce qu'ils n'ont pas la capacité d'aimer. En revanche, ils feignent d'aimer. Et comment ils vont feindre d'aimer ? Ils vont feindre leur amour en copiant les comportements amoureux. Donc oui, il y aura peut-être de la tendresse au début, il y aura peut-être des cadeaux, des discussions, des moments attentionnés, des moments de qualité, je veux dire. Donc en fait, il y aura tout, il y aura des rires, une connexion peut-être émotionnelle. Mais tout ça, en fait, ce qui est délirant, c'est d'accepter, c'est de réaliser que tout ça, c'était qu'un jeu pour avoir la soumission et le contrôle par la suite. Et c'est inaudible pour des gens qui n'ont pas vécu ça, ce que je suis en train de dire, et j'en suis parfaitement consciente. Bien sûr. C'est inconcevable de se dire qu'il y a des personnes dont le but, c'est de soumettre, c'est de contrôler, c'est de faire du mal, parce que leur propre plaisir n'a de sens que par cette soumission. Et tu vois, ce qui est fou, c'est que parfois, j'ai tendance à dire, notamment devant le juge aux affaires familiales, où l'objectif de paix sociale est très important, j'ai tendance à dire, oui, on a quand même un fort sentiment d'injustice des victimes. Et je me souviens d'une audience où j'étais allée plaider en Guadeloupe, et j'avais parlé avec un magistrat après l'audience, qui était présent à l'audience pénale, et qui m'avait dit, donc c'était un dossier pénal de harcèlement que j'étais allée plaider, il m'avait dit après l'audience, c'était exactement le pervers narcissique, on n'était pas loin du féminicide. Donc oui, il y a des magistrats en pénal qui osent le dire en off, mais qui vont pas le dire forcément lors de l'audience ou dans leur jugement. Mais ça, pour le coup, qui est un peu normal, parce que ça les sortir de leur rôle. Ce qui est important, c'est qu'ils comprennent. Qu'ils le comprennent, tout à fait. Et là, j'avais une décision excellente où la Cour avait absolument tout compris. Et après, tu vois, l'autre doute aussi que je pense que je devrais avoir, et je l'ai heureusement, c'est que parfois la décision est bonne, et aucun trouble mental n'est mentionné. Et on pourrait croire que la décision, du coup, c'est une bonne décision. Sauf que finalement, après, quand on se retrouve 4 ou 5 ans avec une nouvelle saisine du juge aux affaires familiales, parce qu'en matière de droit de la famille, tu sais, la saisine du juge, c'est à peu près tous les 3-5 ans, avec une nouvelle audience, jusqu'aux 18 ans de l'enfant. Donc en général, quand les parents se séparent très tôt, ils vont aller 3-4 fois en général devant le tribunal jusqu'aux 18 ans de l'enfant. Alors, juste pour que les gens comprennent, il va y avoir par exemple un divorce ou en tout cas une séparation, donc il va y avoir le juge. 3 ou 4 ans après, il va y avoir une saisie parce qu'on veut changer la garde de l'enfant, par exemple. Oui, ou la 3 ou 4 pension ans après, c'est la pension alimentaire, etc. Donc il y a toujours un peu quelque chose. Ouais. Tout à fait. Donc soyez prêts si jamais vous êtes qu'au début du divorce. En général, oui. Souvent, les personnes vont dire « Ah bah, l'avocat en droit de la famille, c'est un avocat en quelque sorte one shot. On y va une fois, après c'est terminé. » Sauf que moi, je vois avec les clients, on les voit une première fois. Comme de toute façon, ils sont contents et qu'on fait du bon travail, en général, ils reviennent 3, 4, 5 ans après. Et sans compter tous les dossiers juge des enfants, ou quand on a des dossiers juge des enfants, c'est des dossiers assez récurrents, dans la mesure où là, ils vont venir tous les 6 mois, tous les ans, tous les 2 ans, en fonction de la fréquence des audiences décidées par le juge des enfants. Et tu vois, ce sentiment de désespoir, parce que c'est quand même le thème d'aujourd'hui, ce sentiment de désespoir, il est tellement vrai que, en fait, les magistrats, à mon sens, doivent comprendre que quand ils se loupent, et que nous, en tant qu'avocats, en tout cas, je parle pour moi, je dis d'ores et déjà ce qui va se passer, eh bien, parfois, les magistrats se disent, bon, c'est délirant. Je me souviens, il y a une audience, j'ai été la plaider il y a à peu près 3-4 ans, et j'avais dit dans ce dossier, on va avoir un risque de suicide, on va avoir des accusations de violences sexuelles de la part de l'enfant envers son parent, on va avoir un hôpital psychiatrique, on va avoir des saisines du juge des enfants, et j'avais demandé un transfert de la résidence. Tout a été refusé par le magistrat qui a ordonné une médiation, une enquête sociale, une expertise médicale, donc la totale, sauf qu'en fait, c'est trop tard. C'est trop tard. Il y a des enfants, c'est difficile, d'imaginer que quand on saisit, la descente aux enfers est déjà là, en fait. Il aurait fallu déjà saisir bien avant, mais il y a eu des hésitations, parfois un espoir, des clients qui sont mal conseillés. Et après, on arrive dans des situations dramatiques 3 ou 4 ans après. Et là, tu vois, le dossier que je suis allée plaider la semaine dernière, c'est exactement ce qui se passe. Je ne peux pas en parler, je te l'ai dit, parce que c'est trop trash, parce que c'est trop, c'est même interdit déontologiquement. Mais tu te dis, mais c'est pas possible, ça dure depuis 3 ou 4 ans. Et le magistrat, au bout de 3 ou 4 ans, me dit, allez, médiation, je suis désolée, je suis choquée d'entendre ça encore.
Je me dis en plus, ça renvoie la victime à, finalement, ça doit être 50-50. Faites une médiation, chacun un pas vers l'autre, et puis voilà. C'est exactement ça. Et on est en train de vous dire, allez, c'est pour l'enfant, c'est important de s'entendre. Mais attendez, on va s'entendre avec quelqu'un qui est schizophrène, on va s'entendre avec quelqu'un qui a un trouble de la personnalité narcissique, on va s'entendre avec quelqu'un qui est violent de manière totalement imprévisible, qui est impulsif et paranoïaque. Non. En fait, il y a des maladies mentales qui ne se soignent pas et il faut l'accepter. Et il faut avoir une meilleure expertise médico-psy pour arriver à mieux détecter ces maladies mentales. Parce que c'est pas en 2 heures ou en 3 heures que ça va se passer. Parce qu'ils sont tellement entraînés à mentir, à avoir le comportement qui est attendu, que c'est par des petits signes qu'on va arriver à les détecter. Et des psychologues qui me disent ensuite, on est dans un dossier où finalement les 2 parents sont des bons parents, ils ont une bonne situation professionnelle, mais en fait on s'en moque de la situation professionnelle. Ils peuvent gagner 500 ou 50 000 euros ou 200 000 euros par mois, c'est pas ce qui fait que des gens sont équilibrés, ce n'est pas l'argent ou la situation professionnelle. Ce qui fait que des personnes sont équilibrées, c'est parce qu'ils ont un bon équilibre mental, une bonne connaissance d'eux-mêmes et une bonne communication. C'est ça être équilibré, c'est avoir des valeurs, c'est pas avoir de l'argent sur son compte bancaire. Bien sûr, ça peut toucher tous les milieux. Exactement. Bien sûr. Je suis déchaînée, je suis désolée. Qu'est-ce que ça va changer justement pour une victime d'être bien défendue ou mal défendue? Puisque là, tu dresses un portrait un peu sombre où finalement les magistrats sont pas toujours au niveau. Il faut aussi souligner justement que parfois ils le sont. Et les avocats, et même moi, avant que je comprenne comment ça marche, j'étais comme ça. Ouais, je comprenais pas les dossiers. Vraiment, j'ai mis au début quand je faisais mes premiers dossiers en droit de la famille. Maintenant, je m'en aperçois a posteriori, mais je me dis mais c'est pas possible, j'avais pas compris, je n'avais rien compris au dossier. Ouais, bien sûr. Mais du coup, qu'est-ce que ça va faire? Une bonne défense, une mauvaise défense? Je t'explique. Bonne défense. On va dire, non, mauvaise défense. Ok, mauvaise défense, des situations professionnelles à peu près identiques, des revenus à peu près identiques, et il y a 2 enfants qui ont 8 et 9 ans. Donc, les âges parfaits pour la garde alternée. On a une mère qui est modèle, qui a un bon travail, qui est présente, qui va, par exemple, à l'association des parents d'élèves, qui s'investit dans différentes associations à but lucratif, qui est, j'en sais rien, catholique, pratiquante, qui a, une insertion sociale parfaite, une présentation parfaite. Où c'est inconcevable de se dire qu'il y a un souci. Du coup, son avocat à elle, là c'est elle donc qui va pas bien, son avocat à elle se dit on est dans un dossier où finalement tout le monde est intelligent, il faudrait trouver un apaisement. De son côté, il y a monsieur qui raconte par exemple que l'enfant souffre d'encoprésie. C'est quand un enfant par exemple se fait caca dessus. On a un enfant, le père vous raconte que, dans ce dossier, on a un enfant, qui fait des dessins très noirs. Un enfant qui, est harcelé à l'école. Un enfant qui, par exemple, se met à avoir des terreurs très fortes et des crises de panique. Et donc, d'un côté, on a la maman qui va dire apaisement, le monde des bisounours, tout va bien, les enfants sont en âge d'avoir une garde alternée, profil excellent. Et de l'autre côté, un père qui a, qui est plus proche de son enfant en termes de communication et qui voit les difficultés de l'enfant. Il a un manque de preuves, elle a, un discours d'apaisement. Et du coup, les avocats se disent oui, il n'y a pas grand-chose dans le dossier, du coup, on va aller sur un apaisement. Donc, le fait d'aller sur un apaisement et une garde alternée, a priori, oui, vous avez une bonne défense. Vous avez un divorce par consentement mutuel. Ça a duré 2 mois. Il y a eu une liquidation du patrimoine à peu près normale et rapide. Une vente du bien, il ne sait pas. Et finalement, on a des enfants qui vont mal. Alors oui, on a des avocats qui ont fait le job. Avec une convention, transcription, blablabla, signature, tout va bien. Mais est-ce que c'est ça le but ? Est-ce que c'est ça le but d'avoir un bon divorce et un bon accord ? Un moment, le plus important, c'est les enfants. C'est les enfants dans le dossier. À quel moment des enfants qui ont 8 ans ou 9 ans et qui vont aller 1 semaine sur 2 chez une mère qui est totalement toxique, c'est bon pour eux? Non, c'est pas bon pour eux. Donc, pour améliorer ce genre de dossier, c'est déjà mettre en place un suivi psychologique dans la convention. Faire en sorte que le suivi psychologique soit majoritairement fait par l'enfant ou dans le cadre de l'accompagnement avec l'enfant. Puis, en fait, il faut que l'avocat ait une vraie compréhension des enjeux du dossier et pas juste une façon de survoler et de voir que la famille a l'air de loin idéale. Exactement. Voilà. Faut rentrer en granularité dedans. Exactement. Donc ça, par exemple, pour moi, c'est une mauvaise défense. Okay. Après, ce qui est absurde aussi, c'est là que la complexité peut exister, c'est que parfois, donc là, je succédais à un avocat dans un dossier
Et donc succéder, ça veut dire que le client a d'abord eu un avocat et qu'ensuite il vient nous voir pour qu'on reprenne la défense de son dossier. Et le client me dit oui, je veux changer d'avocat, je suis pas contente parce que j'ai été mal défendue. Et là, je regarde sa décision. C'était un enfant, je sais pas, peut-être 18 mois. Le père, ou je sais plus si c'était un père ou une mère que je défendais, et il avait obtenu, le parent avait obtenu un droit de visite et d'hébergement un week-end sur 2, je crois entre le vendredi et le lundi matin, plus un jour dans la semaine, alors que c'était, je sais pas, il avait moins de 2 ans l'enfant. Oui. Mais en fait, monsieur, même si votre avocat, vous en êtes pas content, eh bien, c'est vous qui avez tort parce que votre avocat a obtenu une excellente décision. Et non, je ne vous conseille pas de changer d'avocat, ni d'interjeter appel de cette décision. Bah oui, ce que tu me disais, c'est que quand tu succèdes à des avocats, quand le travail a été bien fait, etc., il n'y a aucun intérêt pour la personne de changer d'avocat et que tu leur dis. Exactement. Et puis, il y a aussi quelque chose que je dis systématiquement en début d'entretien, c'est attention, je ne suis qu'une avocate parmi d'autres et c'est qu'un avis parmi d'autres. Et la richesse du métier d'avocat, c'est justement ces différentes visions de la situation. Moi, j'ai ma propre expérience d'avocat, mon propre vécu, ma propre manière de penser. Il y a plein d'autres avocats qui ont une autre manière de penser qui peut également être excellente. Bien sûr. Donc, qui va dépendre des enjeux du dossier. Parce que, par exemple, sur les pervers narcissiques, effectivement, c'est bien d'avoir quelqu'un qui a vraiment compris le phénomène, qui l'a vécu, etc. Sur des questions, je sais pas, parce qu'il n'y a pas que des pervers narcissiques, exactement. Il y a aussi des gens où le divorce se passe très bien. Ouais. Peut-être qu'une autre expertise, quelqu'un qui lui-même a vécu un divorce qui se passait très bien, est peut-être autant compétent, voire plus. Oui, exactement. Je fais juste une aparté, parce qu'on a souvent le cas en commentaire. À chaque fois qu'on parle, que Héloïse prend un exemple dans sa tête, souvent je pense que tu penses à quelqu'un, forcément, et donc du coup tu vas parler d'un père ou d'une mère de manière alternative. Il suffit que ça soit un père et on va avoir des commentaires. Oui, vous êtes misandre, machin, et il suffit que ça soit une mère et on dit oui, vous êtes anti-féministe ou j'en sais rien. Il y a les deux en fait, les deux peuvent arriver et il faut un peu nous lâcher là-dessus, c'est-à-dire que on prend pas part pour un sexe, c'est pas l'objectif du truc. Non, pas du tout. Et au cabinet, on défend les hommes comme les femmes et on défend les enfants. Et t'as vu des cas dans les deux bien cas sûr, qui étaient des destructeurs. Des trucs donc voilà. délirants des hommes et des femmes. C'est pas une question de sexe, c'est une question de comportement. Ça n'a rien à voir. Donc c'est juste que effectivement, comme tu dis, que je pense à certains dossiers et voilà. Donc voilà. Donc lâchez-nous là-dessus. donc voilà. Alors revenons-en juste après cet aparté sur justement sur la défense, sur une bonne défense, qu'est-ce qu'on peut obtenir? On a oublié encore un dossier, un mauvais dossier, une mauvaise défense, un exemple de mauvaise défense. Vas-y, finis sur les mauvaises Autre exemple défenses. de mauvaise défense qui est assez classique. Par exemple, cette fois-ci, ce serait la femme qui vient me voir et qui a subi de nombreuses violences psychologiques depuis des années. Elle vient me voir et elle m'explique tout son dossier. Et là, je comprends vraiment que c'est du lourd, que les violences psychologiques sont très lourdes. Et elle me raconte tout ce qu'elle a vécu, mais il y a un manque de preuves. Un mauvais dossier, une mauvaise défense, c'est d'aller, porter plainte pour harcèlement, pour atteinte à la vie privée, d'aller porter plainte alors qu'il n'y a pas de preuves. Ouais. Ok, ça c'est une mauvaise défense. Ou autre mauvaise défense, d'aller saisir le juge pour une ordonnance de protection alors qu'il y a un manque de preuves. Si vous avez un refus de l'ordonnance de protection par la suite et que après vous avez une saisine du juge aux affaires familiales, la partie adverse va ensuite dire je suis désolée, on a madame qui est dans un accroissement injustifié du dossier, elle va demander une ordonnance de protection, va porter plainte et finalement tout est refusé. Il n'y a pas de hasard quand même, madame le président. S'il y avait un bon dossier et des vraies infractions, on sait très bien que ce serait poursuivi. Donc, tu vois, ça c'est une mauvaise défense. Et quand j'ai des dossiers où après, ensuite devant le JAF, où on expose toutes les violences alors qu'on est en concubinage, qu'il y a eu un manque de contribution, mais qu'on est en concubinage et que finalement, il y a la contribution aux charges du mariage, c'est son problème, c'est votre problème à chacun, qu'on peut pas parler de ça. En fait, la difficulté, c'est quand on a des dossiers où on va parler de violence alors qu'on n'a pas de preuves, qu'on va reprocher des fautes alors qu'on est en concubinage ou en pax et que ces fautes n'existent que dans le mariage, ou qu'on a un dossier où finalement
où on a demandé des choses qui sont totalement inadaptées par rapport au contexte, notamment une garde alternée alors qu'on va alléguer de violence, c'est qu'il y a des contradictions énormes, ou qu'on va demander une pension alimentaire qui est démesurée comparée aux besoins de l'enfant, à vos propres ressources, à vos propres charges, et pareil vis-à-vis de la partie adverse, ben ça c'est ce que j'appelle des mauvaises défenses, parce que vous décrédibilisez. Ou par exemple, je repense à un dossier où l'avocate avait demandé une audition de l'enfant, l'audition a été refusée. Ben, en fait, l'audition elle doit être demandée par l'enfant, elle doit pas être demandée par l'avocate, parce que dans ces cas-là, le magistrat a une liberté d'autoriser ou de refuser cette audition. Et donc, tu vois, ça, c'est des exemples de mauvaise défense. Ou par exemple, quand on a prévu une plaidoirie, on pense qu'on va dire ça, mais que finalement, on voit qu'on est en défense et que la partie adverse a adopté un autre point de vue. Et ben, faut être capable d'adapter sa plaidoirie au moment de l'audience. Ou quand on a un magistrat, désolé, tu sais, là, je t'en ai parlé, qui te propose une médiation avec un dossier de violence conjugale et de violence sur enfant, et ben, malheureusement, ça peut être bien de dire au magistrat, bah oui, pourquoi pas une médiation, alors qu'on aura plaidé autre chose. Ouais. Tu vois, il faut être capable de s'adapter et de montrer le client sous le meilleur jour pour obtenir le plus de droits, parce que quand on voit en face que le magistrat n'est pas en mesure de comprendre ou qu'il n'a pas les éléments de preuve pour prononcer la décision qui est attendue par notre client, et ben dans ce cas-là, il faut savoir s'adapter. Ok, donc en fait, si je reprends, c'est un peu vraiment de la stratégie pure, c'est de se dire la décision qu'on veut obtenir, c'est ça. S'il nous manque des éléments, etc., qu'est-ce qu'on peut obtenir en A', entre guillemets, qui est moins pire, et ainsi de suite. Et puis on descend en fonction des éléments qu'on voit, de quel magistrat on a, des éléments qu'on a dans le dossier, des preuves, etc. Et à chaque fois, on compose ça pour essayer d'obtenir la version la meilleure, quoi. Ouais, la meilleure version. Ouais. Tout à fait. Sachant que le plus important dans tout ça, et ça, j'arrête pas de le répéter, ok, vous allez avoir une décision où ce sera bien, pas bien, peu importe. Mais le plus important, c'est de faire votre maximum pour l'équilibre de l'enfant. Et qu'est-ce que c'est le maximum pour l'équilibre de l'enfant ? C'est travailler à son équilibre psychologique. Je peux être avocate, obtenir une bonne décision, c'est génial, mais je suis pas là pour aider votre enfant à développer son esprit critique, à développer sa capacité d'empathie, à apprendre à dire non, à poser des limites, c'est-à-dire aider votre enfant à ne pas commettre les erreurs que vous avez commises. Donc pour cela, il faut que vous deveniez le parent sain pour être un modèle pour votre enfant, parce que c'est en étant un modèle d'équilibre que votre enfant sera ensuite capable d'avoir des relations les plus saines possibles avec son entourage, sa famille. Ok, très clair. Sur simplement, tu parlais des magistrats qui sont pas toujours formés, etc. Qu'est-ce que, si tu devais leur dire quelque chose, si tu devais, imagine qu'il y ait des magistrats dans notre audience, ce qui est peu probable, mais sait-on jamais. Moi, je pense que le mieux, ce serait d'aller faire des stages en cabinet d'avocats qui sont spécialisés en droit de la famille, en violence conjugale. Bon, ils en font déjà au cours de leur parcours, mais je pense qu'il faudrait en refaire. C'est le premier point. Et deuxième point, pour moi, les magistrats devraient être avocats avant. Parce que quand on est avocat avant, on sait le travail qu'il y a eu avec un client avant d'aller en audience. Et ce travail, ça nous permet de connaître les clients. Et quand on a un magistrat qui arrive et qui finalement il a jamais travaillé avec des clients, il a que le point de vue d'un dossier, mais c'est pas qu'un dossier en fait. C'est pas qu'un dossier. Il y a des heures et des heures de travail, de discussion pour comprendre quelle est votre situation. La présentation que vous avez in fine en tant que magistrat est finalement ridicule comparé à nous, ce qu'on a vécu. On a 40 heures de travail, parfois 50, 100 heures de travail avant d'arriver en audience sur des dossiers qui sont délirants. Donc non, ne pensez pas que 10 minutes ou 1 heure d'audience, ça permet de comprendre un dossier. Donc la formation, elle vient... Il y a plusieurs pistes. C'est des stages de manière... des stages, des échanges avec des avocats qui sont beaucoup plus à même de comprendre ces discussions, des échanges avec des psychologues qui, sont formés à ces types de violences. Oui. Et aussi, il y a un moment, il faut avoir du courage. Il faut du courage. Parce que chaque année, chaque mois de gagner 100 avec une présence plus éloignée d'un parent pervers narcissique ou qui a un trouble de la personnalité narcissique, c'est de l'apaisement pour l'enfant. Ok, donc quand on me dit oui, la jurisprudence, elle s'appuie seulement sur la vraisemblance du danger, des violences, notamment pour l'ordonnance de protection, nous, le sentiment qu'on a en tant qu'avocat, c'est que l'exigence probatoire est telle que de toute façon, quand il n'y a pas de violence physique, on n'y va pas. Et donc, il est là le souci. C'est qu'en fait, il y a une exigence probatoire, donc de preuve, qui est telle pour les clients et pour les avocats que finalement, en fait, l'ordonnance de protection, on n'y va que quand c'est du vraiment très, très lourd.
Et il y a quand même, heureusement, parfois des magistrats qui comprennent le mécanisme des violences psychologiques, mais c'est très très rare en pratique. Donc moi, ce que je voudrais, c'est des magistrats qui comprennent les violences psychologiques déjà pour l'ordonnance de protection, qui comprennent les violences psychologiques quand on va en audience et qui nous disent pas « Oui, mais maître, le couple, là, c'est terminé. On arrête de parler des violences. On doit se concentrer sur l'enfant. » Non, en fait, quelqu'un qui a été violent envers sa femme, envers son mari, envers le compagnon qu'il a eu, la plupart du temps, il va reproduire ce schéma par la suite vis-à-vis de l'enfant. Surtout s'il n'a pas été puni, qu'il s'en est sorti. Surtout s'il n'a pas été puni. Il vous fera juste croire, je suis désolée, je vous fais la plaidoirie adverse. Madame le Président, Monsieur le Président, dans ce dossier, oui, on a eu un contexte de violence conjugale, mais finalement, il n'y a pas eu de condamnation dans ce dossier. Et l'absence de condamnation, c'est bien qu'il n'y a rien eu. On est dans une nécessité, Madame le Président, de dépasser le conflit parental pour se concentrer sur les enfants. Mais ça, c'est une technique, pour obtenir le plus de droits, mais que c'est une technique qui n'est que du mensonge. Et donc, pour nous aider, nous, en tant qu'avocats, à dépasser cette situation, il faut qu'on ait des magistrats qui soient courageux et qui comprennent les violences psychologiques. Parce que sinon, on aura constamment des avocats qui seront dans ce jeu. Et tant qu'on a des avocats qui sont dans ce jeu, eh bien, on aura des enfants qui vont souffrir par la suite. Et des personnes, bien sûr, des adultes. Ok. D'ailleurs, ça peut être intéressant, mais si jamais vous avez des amis ou des connaissances, je ne sais pas, de la famille qui est soit magistrat, soit qui en tout cas est un professionnel, soit dans le droit, soit dans les violences intrafamiliales, etc., mettez-le en relation avec nous, on se fera un plaisir de le recevoir ici. On essaye de recevoir tous ceux qui ont une voix dans ce domaine-là. Exactement. Et c'est comme à peu près tout dans la vie, par la discussion, par la communication, qu'on arrivera à peut-être un jour que tout le monde soit au courant, formé, etc., et faire évoluer les mentalités, aussi bien pour les victimes, d'avoir un peu des warnings qui leur permettront de s'en sortir plus vite, et pour les professionnels d'être formés, d'avoir entendu au moins que ça existait et que les choses pouvaient se passer comme ça. Et peut-être dans 5 ans, 10 ans, etc., grâce au travail cumulé de tous les gens qui communiquent là-dessus, il y aura un changement. Exactement. Et en fait, ce que tu es en train de dire, c'est que finalement, il faut amoindrir ce fossé qui existe aujourd'hui entre les victimes et la justice. Ouais. Et aujourd'hui, il y a des avocats, il y a des professionnels qui sont capables de comprendre ce type de violence, mais il faut que ça s'arrête. Et pour que ça s'arrête, il faut des magistrats, des professionnels, des avocats qui comprennent. C'est tout. Et c'est faisable. Eh bien, c'est parfait. Je crois qu'on va finir là-dessus. Est-ce que tu as un mot à ajouter ? Oui, un dernier mot à ajouter. Oui. Pour les personnes qui viennent travailler ensuite dans le cabinet avec des dossiers avec des pervers narcissiques, notre manière de travailler pour avoir un bon dossier, ce sera justement de trouver cet équilibre entre ce qu'on va alléguer par rapport aux violences prouvées et ce qu'on va alléguer par rapport aux violences non prouvées. Et c'est cet équilibre qui peut être difficile à prouver. Et la plaidoirie vous permettra également de constater qu'on est dans cette recherche d'équilibre, qu'on n'est pas un cabinet qui va être dans une optique de « allez, voilà, tout ce que la personne a subi, c'est une honte et il faut que ça s'arrête ». Nous, on est dans ce pragmatisme. On est des professionnels du droit, c'est-à-dire qu'on est dans un équilibre entre qu'est-ce que vous allez apporter comme preuve et ce qu'on va dire par la suite en justice. Donc voilà, c'est très important. Très bien, écoutez, j'espère que l'épisode vous a plu. On vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Je ne sais pas quand celui-là sortira, mais la semaine d'après, il y aura un autre épisode qui va sortir. N'hésitez pas à mettre un commentaire, à nous parler de votre histoire ou à justement nous recommander des sujets, recommander des professionnels, etc. On est à votre écoute et on essaye de vous apporter le maximum de valeur chaque semaine. Je vous souhaite une bonne journée. Merci Héloïse. Ciao Antoine, merci à tout le monde et pensez à vous abonner. Bye bye.